Et politique ce matin, Olivier Faure, premier secrétaire du PS et député de Seine-et-Marne. Bonjour Olivier Faure. Bonjour à vous. La France accélère sur l'organisation des vaccinodromes après avoir rejeté l'idée il y a quelques semaines. Il faudra vacciner non-stop, y compris les jours fériés, a dit Emmanuel Macron encore hier soir aussi, qui veut vacciner les enseignants d'ici la mi-avril. Comment vous jugez cette nouvelle stratégie ? Je ne sais que vous répondre. En fait, vaccinodrome, le fait de vacciner tous azimuts, à toute heure du jour et de la nuit, y compris les jours fériés, c'est évidemment ce qu'il faut faire. Mais que ne l'a-t-il fait plus tôt ? Nous l'avons tous demandé. Nous l'avons tous exigé. Et à l'époque, on était renvoyés au plot en nous expliquant que, en réalité, nous étions absolument inconscients de l'organisation formidable qui allait se mettre en place. Et c'est toujours la même histoire depuis un an. On se demande comment ce gouvernement réfléchit et pourquoi il n'anticipe jamais sur rien. Sur les vaccins, sur les tests, sur la vaccination, demain sur les élections. On voit bien que sur chaque sujet, tout lui est posé des mois à l'avance, tout le monde l'alerte, tout le monde lui dit voilà ce qu'il faudrait faire. Et par espèce d'orgueil incroyable, le gouvernement, le président de la République, je n'en sais rien. En fait, j'essaye de me l'expliquer. Je me demande comment il est possible. J'ai écrit au président de la République le 11 novembre sur la question de la vaccination en lui disant voilà, point par point, ce que font nos voisins étrangers, nos voisins européens. Et donc, pourquoi est-ce qu'en France, on ne fait pas la même chose ? Des sujets extrêmement simples. Comment est-ce qu'on fait pour organiser... Enfin, je prends un exemple concret. Oui. Dans l'hôpital qui est celui de ma circonscription, eh bien, le directeur de l'hôpital qui est très proactif, qu'est-ce qu'il a fait, par exemple, sur les EHPAD ? Avant même que le vaccin arrive, il a pris le soin de faire le tour des EHPAD, demander aux éventuels patients s'ils étaient prêts à se faire vacciner, si bien que le jour où la vaccination a commencé, il était prêt. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas organisé les choses de cette façon-là partout ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné des consignes claires ? Parce qu'on n'avait pas de dose, non ? C'est un peu ça, non ? Mais Et on voulait on en avait cacher aussi, un petit on en peu. a exactement de la même façon que les autres Européens. Oui. On n'en a pas moins, pas plus. Et donc, c'est ça le sujet, c'est pourquoi diable est-ce qu'on est toujours en train de procrastiner ? Pourquoi est-ce qu'on attend toujours d'être face au mur pour prendre les bonnes décisions ? Prenons l'exemple maintenant des mesures qui viennent d'être prises sur la question, en fait, donc, du freinage, puisque c'est le terme qu'on utilise désormais. Mais là aussi, le président Delfrécy, l'ensemble du corps médical, l'ensemble des partis politiques, notamment le mien, nous avons alerté à un moment où nous étions nous-mêmes alertés par le gouvernement lui-même. Figurez-vous que en janvier, c'est le gouvernement qui nous livre en fait des graphiques qui établissent le fait que en février, eh bien le variant anglais sera majoritaire en France et que nous aurons en fait un problème à partir de la mi-mars avec des contaminations qui seront de l'ordre de 250 000 contaminations semaine, soit 1 million par mois. Eh bien, nous y sommes. Et c'est tout le problème, c'est que pourquoi est-ce que le freinage intervient maintenant au mois de mars alors qu'il aurait dû intervenir au mois de janvier ? Et nous n'en serions pas dans la situation où nous sommes aujourd'hui, avec des hôpitaux qui sont complètement saturés, avec des urgentistes, avec des médecins, avec un corps médical qui est complètement à la fois fatigué, épuisé par un an de combat, et en même temps dans une situation où le risque que l'on prend, c'est d'avoir demain à trier les malades, à choisir ceux qui pourront vivre et ceux qui ne le pourront pas. Oui, c'est insupportable. Qui décide, selon vous ? Est-ce que c'est votre ancien collègue socialiste Olivier Véran, qui a ministre de la Santé, qui a un peu de pouvoir, Jean Castex, ou tout se décide à l'Élysée, avec Emmanuel Macron ? Je vois ce que je vois. Comme vous. Et malheureusement, le sentiment, c'est qu'il y en a un seul qui décide. Et c'est aussi une des raisons de la désorganisation. C'est quand vous avez des gens qui, de toute la chaîne, à la fois médicale, administrative, ministérielle, etc., attendent la décision d'un seul, eh bien rien n'avance entre-temps, parce que tout le monde considère que c'est la parole du chef, et la parole du chef, elle vient très tard, parce qu'à chaque fois, c'est le suspense, le teasing, pendant une semaine, on nous explique, vous allez voir ce que vous allez voir, etc., et à la fin, il y en a un seul qui sait ce qui va se faire, c'est le président de la République. Et donc, pendant tout ce moment-là, on immobilise complètement la chaîne de commandement, la chaîne de travail, et on a finalement le résultat qu'on a. C'est-à-dire qu'on a, en fait, des gens qui n'ont pas anticipé, et on est toujours en retard. Oui, vous allez interpeller aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il y a un débat sans vote sur la gestion de la crise sanitaire. Ça sert à quelque chose, d'ailleurs, ce débat, ou finalement à peu de choses, quoi. C'est un contrôle parlementaire. Malheureusement, ça ne sert qu'à alerter l'opinion. Parce que, pour le reste, nous n'avons absolument jamais, je dis bien
jamais, Patrick Roger, jamais été consulté réellement par le chef de l'État ou par le Premier ministre. Jamais. Il n'y a jamais eu de concertation. Oui, vous aviez été convoqué. Oui. Il rencontre. Pour la forme, il y a la mise en scène de réunions, mais où il ne se dit rien, où il ne se décide de rien, où personne n'est associé réellement, alors même que depuis le début de cette crise, j'ai toujours dit la même chose. J'ai dit que j'étais prêt à être solidaire des décisions qui étaient prises à une condition, c'est qu'on ait tous les éléments, les études d'impact dont dispose le gouvernement, qu'on ait tous les éléments pour pouvoir choisir, et en fonction de la discussion, des choix que l'on opère ensemble, eh bien, que nous puissions défendre ensemble une vision commune de ce qui doit être notre responsabilité sanitaire. Parce que sur ce sujet-là, j'estime qu'il n'y a pas forcément de clivage à chercher artificiellement avec le gouvernement. Hélas, nous n'avons jamais été entendus. Oui, et donc vous allez participer quand même à ce débat ou vous allez le boycotter alors aujourd'hui à l'Assemblée ? On participe toujours au débat, on n'a pas la politique de la chaise vide. Oui. Mais malheureusement, c'est pas pour la gloire, mais c'est pour l'histoire. Est-ce qu'il y a un problème aussi avec les écoles et les enseignants ? Jean-Michel Blanquer veut maintenir coûte que coûte l'école, mais on voit qu'il y a de plus en plus de contamination avec les enfants. Est-ce que là aussi, il aurait fallu intervenir un petit peu plus tôt ou est-ce que c'était compliqué en fonction du contexte et cette volonté de maintenir l'école ? Bon, ça fait partie des sujets sur lesquels moi je suis d'accord avec le gouvernement. Je pense que déscolariser les enfants, ça a un coût social, humain qui est dramatique, hein, avec des enfants qui perdent leurs repères, et puis ça creuse les inégalités entre les familles dans lesquelles on peut s'occuper des enfants et celles dans lesquelles malheureusement ce soutien est absolument impossible. Et donc on ne parlera pas aujourd'hui d'ERIX, etc. Mais enfin, il y a quand même un lien entre le soutien parental, l'accompagnement et puis la déshérence dans laquelle rentrent les enfants. Donc il faut effectivement maintenir l'école aussi longtemps qu'il est possible. Mais ça suppose en face de prendre des mesures qui sont des mesures là aussi drastiques. On apprend on apprend hier seulement que les enseignants vont être personnel prioritaire. Ouais. D'ailleurs, on dit les enseignants, il faudrait l'élargir à tous les personnels qui interviennent à l'école. Il n'y a pas que les enseignants qui interviennent à l'école. C'est les personnels administratifs, les gens qui font le ménage, etc. Enfin, qui prennent eux aussi beaucoup de risques pour eux-mêmes, mais qui en prennent aussi pour les enfants parce qu'ils peuvent être aussi un facteur de contamination. Et on sait malheureusement que les enfants sont aussi un vecteur important et on voit que... Dans les cantines, il faudrait prendre des mesures et puis dans les collèges, peut-être passer aussi en alternance comme on le fait dans les lycées parce que je vois pas si on le fait avec les enseignants, si on prend des précautions, on dit ensuite que la contamination elle est en famille, en intra-familial. Donc si on ne prend pas beaucoup de mesures avec les collégiens, ils vont contaminer chez eux, quoi, non ? Oui, enfin, jusqu'ici, ce que on disaient les scientifiques, c'est que c'était plutôt, enfin, que on n'était pas complètement, on n'était pas vecteur de la même façon selon son âge. Oui, et que ça a l'air de changer. Ça a l'air de changer. Et donc, effectivement, il faudra se poser les bonnes questions, mais là aussi, il faut se les poser maintenant et non pas dans 6 mois. Il faut se les poser maintenant, c'est-à-dire qu'il faut consulter le monde scientifique, il faut regarder les études qui sont publiées dans le monde entier, et maintenant qu'on a du recul, essayer de comprendre et effectivement prendre des décisions qui s'imposent. Oui, quelle est votre position, Olivier Faure, sur la polémique UNEF ? On ne vous a pas beaucoup entendu, et les réunions non mixtes ou interdites aux Blancs. On n'a pas beaucoup entendu. La polémique, elle est née la semaine dernière. Je n'ai pas eu l'occasion jusqu'ici il y avait eu quand même l'affaire de Grenoble aussi. Mais je me suis exprimé sur l'affaire de Grenoble. J'ai dit les choses. En fait, je considère qu'on ne peut pas désigner à la vindicte un enseignant. Après l'affaire Samuel Paty, c'était une évidence, tout simplement parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. Et donc, il y a, pour vous répondre très directement, même si je comprends toujours difficilement pourquoi à chaque fois que l'UNEF est dans une dérive qui n'est pas nouvelle, pourquoi on vient interroger le Parti socialiste ? Nous n'avons plus de lien organique avec cette organisation depuis des années. Mais puisque la question m'est posée, je vous dis, en fait, moi je ne me retrouve pas, je ne me reconnais pas dans ce que fait l'UNEF aujourd'hui. Il y a une dérive incroyable sur un sujet comme le racisme. La question, ça n'est pas de séparer, c'est au contraire de fédérer l'ensemble du milieu étudiant sur la lutte contre les discriminations. Et ce que je vois comme danger derrière ces réunions non mixtes, c'est l'idée aussi que sont légitimes à parler du racisme les seules personnes qui en sont victimes. Or, c'est tout l'inverse qu'il faut chercher. Il faut au contraire faire partager ce message parce que c'est notre commune humanité qui est en jeu et c'est bien la version que je défends. Moi, je suis un républicain, un universaliste et un laïc. Et donc, dans ces situations-là, moi, je ne me reconnais pas dans la façon dont l'UNEF gère ces questions-là. Oui, alors est-ce que sur ces valeurs que vous venez de décrire, est-ce que vous allez réussir
à construire quelque chose à gauche, sachant qu'il y a des personnalités de gauche et d'extrême gauche, Mélenchon, Hamon par exemple, qui soutiennent plutôt l'UNEF. Je ne sais pas ce que j'ai compris. J'ai compris que depuis que nous avions, nous, pris position, d'ailleurs, il y a plus d'1 an, sur le rapport à ce que certains appellent l'islamophobie, en expliquant que l'islamophobie, c'est un problème d'en parler tel quel. Il y a un racisme anti-maghrébin, anti-musulman, si vous voulez, mais il n'y a pas d'islamophobie au sens où tout le monde a le droit de critiquer toutes les religions en France, et que ce n'est pas un problème. Oui. Depuis cette époque, j'ai le sentiment... pas pour tout le monde, hein. Ça a l'air d'être quand même plus compliqué, quoi. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on critique une religion, mais dans un pays comme la France, la loi, notre propre conception de ce qu'est la laïcité, c'est que dans ce pays, la parole est libre, à une condition, c'est qu'on n'appelle pas au meurtre, qu'on n'appelle pas à la haine raciale, etc. Mais dès lors qu'on est dans la critique normale, on peut critiquer le pape, on peut critiquer les imams, on peut critiquer les rabbins, on a le droit de ne pas avoir, on a le droit d'être athée, on a le droit d'avoir une pensée qui est même irrespectueuse de ce que sont les religions, parce que notre tradition, notre volonté, c'est de dire que dans un pays comme le nôtre, la pensée est libre. Donc, il y a de ce point de vue, et j'ai l'impression que depuis que nous avons pris position fermement, seuls au départ, eh bien, ça a posé des questions au reste de la gauche, et que la gauche évolue, et qu'aujourd'hui, elle ne dit plus... Elle est fracturée un peu, cette gauche. J'ai l'impression qu'elle avance, j'ai l'impression que, malgré tout, chacun se défend aujourd'hui d'être dans une forme de laxisme par rapport à l'islamisme radical, même si j'entends bien que des dérives existent et que je les combats, mais j'ai le sentiment que nous faisons progresser la gauche, et que, heureusement, nous sommes dans une situation où les uns et les autres quand même continuent à avancer. Bon. Ce que je crois avoir compris de ce que disait, mais je ne veux pas être leur porte-parole, je ne le suis pas, de Jean-Luc Mélenchon ou de Benoît Hamon sur l'affaire de l'UNEF, c'est qu'ils contestent le fait qu'on puisse aujourd'hui demander la dissolution. Dissolution aussi, c'est vrai. Mais il y a un soutien quand même. Et ce qu'il faut dire aussi dans cette affaire, pour être complet, c'est qu'il y a une instrumentalisation complète de la part du gouvernement. Quand Jean-Michel Blanquer vient expliquer qu'on est face à une organisation fasciste. Des choses qui ressemblent du fascisme. Les mots ont un sens. Enfin, quand même, fasciste, c'est pas parce que vous faites une réunion non mixte que vous êtes un fasciste. Faut quand même pas exagérer. Et aujourd'hui, les fascistes... c'est une séparation, quand même aussi. Mais vous pouvez dire que vous condamnez cette séparation. Le problème... Si on était complet, on dirait que ces réunions non mixtes, elles sont problématiques parce qu'elles sont dans le cadre d'un cadre syndical. Or, un syndicat, il a une vocation universelle. Ce qui aurait pu se concevoir dans le cadre d'une association qui cherche à faire parler des victimes du racisme, comme on fait parler les victimes d'agressions sexuelles, de viols, etc. Et que ça peut être dans des réunions qui sont effectivement réservées aux victimes. Mais là, on est dans un cadre syndical, donc c'est là le problème. Et donc, c'est ce que je veux dire jusqu'au bout, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a des fascistes dans ce pays, ce sont celles et ceux qui, maintenant, appellent au meurtre, appellent au viol de cette présidente de l'UNEF, ce qui est complètement absurde. Il faut quand même pas confondre les combats, et aujourd'hui, il faut remettre les choses à leur place. Oui, rapidement. Les écologistes vont devoir aussi se positionner sur quelques points. Là, par exemple, à Strasbourg, la justice devrait être saisie sur le financement par la mairie verte, écolo, donc d'une mosquée soutenue par une fédération qui soutient l'islam politique. Écoutez, j'ai découvert ça hier soir. J'ai vu que les socialistes avaient refusé de voter cette disposition. J'attends d'avoir des explications à la fois de la part de la maire. Est-ce qu'elle connaît cette organisation ? Qu'est-ce qu'elle en sait ? Qu'est-ce qu'elle n'en sait pas ? Et puis, de manière générale, je sais bien qu'on est en Alsace et que c'est un peu différent. C'est même très différent de ce que nous vivons dans le reste, dans la France de l'intérieur, comme disent les Alsaciens. Mais il y a un problème aussi avec ça complique un peu les choses pour vous des cultes dans cette région. Oui, ça complique un peu les choses pour vous, au PS, pour les rassemblements autour des régionales, avec des prises de position telles que celle-ci. Non, est-ce qu'il y aura des alliances ? Chacun d'entre nous est différent et vient avec ce qu'il est. Moi, j'essaye de faire progresser l'ensemble de la gauche sur cette question-là parce que je pense que c'est essentiel et que si nous ne le faisons pas, nous serons à un moment tout simplement disqualifiés aux yeux des Français parce qu'ils ne comprendront pas ce qu'est cette gauche, etc. Mais
Voilà, moi je pense que nous avons à faire progresser la gauche, que nous avons un intérêt évident à nous allier les uns aux autres pour les élections régionales et départementales, puis pour les élections présidentielles, parce qu'il y a, au-delà de ces questions qui sont importantes et que je ne néglige pas, je ne veux pas non plus qu'elles soient le centre de la vie politique. La question aujourd'hui, Patrick Roger, si on parle des jeunes et des étudiants, puisqu'on parlait de l'UNEF, la question c'est pourquoi est-ce que tous n'ont pas accès, malheureusement, c'est la précarité. Non, c'est mais la précarité. vrai, on en a beaucoup parlé. Si on parle aujourd'hui des grands sujets, des grandes mutations, elles sont sur le plan du numérique, sur le travail, l'ubérisation, sur la question écologique, le climat, sur lequel on manifestera dimanche. Bref, il ne faut quand même pas non plus faire de cette question qui est importante la question qui devrait résumer la vie politique. C'est un positionnement. C'est important. C'est un positionnement. C'est la raison pour laquelle ce matin je suis très clair avec vous. Je dis où nous sommes, mais je ne veux pas non plus qu'on résume la vie politique à ça et qu'on dise désormais que le grand point de clivage en France, il se limite à savoir si on est pour ou contre l'UNEF. Ça n'a aucun sens. Est-ce que les régionales doivent être maintenues coûte que coûte au mois de juin? S'il y avait un report? Non, moi je veux être... là aussi, il faut être responsable. Je ne sais pas ce que dira le rapport Delfrécy, mais la responsabilité, ça veut dire à la fois ne pas dire coûte que coûte, c'est votre expression qui meurtre. Mais en revanche, il faut aussi regarder ce qui se passe partout dans le monde. Nous sommes le seul pays où la question de l'interruption d'un processus électoral se pose. Partout on vote, partout. Il n'y a pas un endroit où ça s'arrête. Voilà. Et Manuel Valls, est-ce qu'il a encore sa place, puisque vous parliez du PS, des valeurs, etc. Est-ce qu'il aurait sa place encore aujourd'hui à gauche et au PS? Il est en train de revenir dans la... Le Parti socialiste, il l'a quitté. Je pense que nous avons des désaccords profonds. Il l'a quitté parce qu'il ne se sentait plus à l'aise avec cette famille politique. Bon, ben voilà, les choses sont dites. Maintenant, j'ai du mal à comprendre où il se situe. Donc, en fait, c'est à lui de se définir. Et moi, je n'ai pas à revenir. Enfin, c'est pas... voilà, c'est... Je n'ai pas envie de commenter toute ma vie. Non, mais parce qu'on a l'impression qu'il rôde autour de la vie politique, d'un retour possible. Il y a une génération dans la vie politique et au Parti socialiste qui a fait beaucoup, qui a fait parfois bien, parfois mal. J'en ai fait l'inventaire avec les socialistes. Désormais, j'aimerais que, plutôt que de parler systématiquement de ceux qui ont été, je voudrais parler de ceux qui vont faire maintenant. Voilà. D'accord. Allez, dernière question avec Cécile. Alors moi, je vais être très basique. Est-ce que vous faites confiance à AstraZeneca ? Oui, absolument. Oui. Vous allez vous faire vacciner ? Je ne suis pas vaccinable au sens où je n'en ai pas l'âge, mais je regarde... Vous dites aux Français d'avoir confiance ? Oui, je pense que, en fait, il y a des cas qui sont peut-être des coïncidences avec des gens qui se sont fait vacciner et qui malheureusement sont décédés dans la foulée. Mais enfin, c'est assez logique. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Et ça parce que demain, vous avez quelqu'un qui s'est fait vacciner par AstraZeneca et qui a un accident de voiture, que vous faites un lien entre l'accident de voiture et AstraZeneca. Et si vous voulez... Je dis ça parce que 61% des Français ont une défiance. Mais si vous dites... oui, je sais bien, mais justement, c'est ce qu'il faut leur dire. Il faut leur dire... Allez-y. Allez-y, et le seul horizon disponible, c'est le vaccin. Et aujourd'hui, vous vous posez la question pour 3 morts qui ont été peut-être... Enfin, il y a peut-être un lien entre leur thrombose et puis AstraZeneca, mais posez-vous la question du nombre de morts qui, chaque jour, sont non pas victimes d'AstraZeneca, mais qui sont victimes de la Covid. Et ça, c'est un Airbus tous les jours. Oui. Donc, est-ce qu'on veut encore longtemps vivre masqué, vivre avec des vitres de plexiglas comme ici, être séparé de ceux qu'on aime, tout simplement parce qu'on ne s'est pas vacciné? Nous sommes le pays de Pasteur. Nous savons très bien que pour vaincre les grandes pandémies, la meilleure solution, c'est le vaccin. Merci Olivier Faure, premier secrétaire du PS et député de Seine-et-Marne, qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Merci à vous.